Bonjour à tous, je fais aujourd'hui cette vidéo pour parler du JCZK300C, nouvelle mouture, dont on entend beaucoup parler sur YouTube via de multiples présentations. C'est un petit retour d'expérience après à peu près 2 heures de vol, retour d'expérience honnête et sincère sur ce que je pense du produit. J'avoue que les présentations sur YouTube de la plupart des produits qu'on peut y trouver maintenant, quel que soit le domaine, sont toujours un peu quand même pipotés par des gens qui finalement sont payés par les marques et les importateurs pour vanter le produit et ses qualités exceptionnelles. J'avoue que ça me fait parfois un petit peu chier, permettez-moi l'expression. Je vais parler de cet hélicoptère, de ses points forts, de ses points faibles et aussi d'un problème de conception, enfin moi ce que je considère comme étant un problème de conception, d'où la question de savoir si cet hélicoptère peut être confié dans les mains d'un néophyte débutant et en hélicoptère et en modélisme. C'est pas sûr et on va voir pourquoi. Alors, donc le produit par lui-même est un produit qui est très sympathique, qui est un petit peu quand même sur la fourchette haute des hélicoptères qu'on peut trouver dans cette taille-là. C'est un produit qui est très sympathique. C'est vrai que quand on le reçoit, qu'on ouvre la valise, waouh, on en prend plein les yeux. C'est beau, c'est de l'aluminium, c'est anodisé, c'est vraiment très sympathique comme ça au premier abord. Pour le coup, sur un deuxième effet qui se coule, j'ai trouvé que c'était peut-être pour un semi-maquette un peu trop beau justement et un peu trop clinquant, et j'ai plutôt cherché à le patiner et à le vieillir que de le garder trop clinquant comme il est. Ça, c'est une question de goût tout à fait personnel, le sujet n'est pas là. Alors, cet hélicoptère, pour des débutants, ça se discute parce que on oublie quand même souvent de préciser que, surtout dans des tailles comme ça, hein, on est quand même là sur un rotor de 720, à peu près 750 mm une fois déplié. Ce sont des engins incroyablement dangereux. Ça mutile, ça peut tuer. Alors prétendre qu'on peut mettre ça dans les mains de n'importe quel débutant, néophyte, qui n'y connaît rien ni en hélicoptère ni en modélisme, etc., sous prétexte qu'il a juste plus de 14 ans, ouais, moi je suis pas convaincu du sujet. Ce sont des choses qui sont extrêmement dangereuses et qui nécessitent. Alors oui, effectivement, le module H1 sur cet hélicoptère fait un travail absolument formidable. Et encore plus formidable, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Effectivement, si tant est qu'il y ait un accompagnement d'une personne qui sait de quoi elle parle, qui accompagne, un jeune peut très bien prendre les manettes de cet hélicoptère et le faire voler. Certains sur YouTube, des spécialistes, diront que l'hélicoptère, à partir du moment où c'est un GPS, bon, c'est pas vraiment bien pour les débutants parce que ça va pas leur apprendre à piloter. Alors oui, c'est vrai que dans l'absolu, ça va pas leur apprendre à piloter, mais on peut tout à fait déconnecter le GPS sur cet hélicoptère-là, donc on n'est pas obligé de piloter en tout assisté. On retrouve donc le fonctionnement d'un hélicoptère tout à fait normal. Donc c'est vrai que effectivement, dans l'absolu, si on veut apprendre à piloter un hélicoptère, le GPS ne sera pas forcément le meilleur moyen. Oui et non, ça se discute en fait, parce que les Américains en roulent depuis 100 ans dans des boîtes automatiques. Ils n'ont jamais appris à rouler avec des boîtes manuelles. La technologie leur a permis de se passer de ça. Et ils s'en portent pas plus mal. En vrai, celui qui veut s'amuser à faire voler un engin comme ça sans forcément être pilote, le GPS est là, ces modules sont là, lui permettent de le faire.
bah voilà, dont acte. Si la personne en question n'a pas la volonté, le désir d'aller un petit peu plus loin dans le pilotage, etc., d'arriver à piloter effectivement par lui-même sans cette assistance, eh bien, bah, c'est son choix en fait. Je dirais que libre à lui, tout à chacun de vouloir, de savoir ce qu'il veut et ce qu'il attend et ce qu'il recherche. A contrario, GPS ou pas GPS, de toute façon, quand on commence à faire voler un engin comme ça, on aura quand même l'appréhension et on prendra l'habitude de gérer l'inversion de commande quand l'hélicoptère revient face à vous, etc., etc. Bon, c'est pas si mal. Le GPS, je serais tenté de dire que, et quand on commence à déconnecter un petit peu, bah, c'est un peu le remplaçant dans une petite mesure de l'écolage avec quelqu'un qui en double commande à côté de vous et qui à un moment donné va switcher pour rattraper l'hélicoptère qui est en train de partir au tas. Mais ben là, le GPS fait un petit peu le même boulot. Si à un moment donné vous voyez que vous perdez pied, et ben il suffit de switcher sur l'inter et l'hélicoptère se stabilise en GPS et ça sauve bien les choses. Donc oui et non, ça peut permettre de progresser, ça peut permettre de s'amuser, ça peut permettre, voilà, ça peut permettre d'appréhender l'aéromodélisme et notamment l'hélicoptère d'une façon qui est fiable. Encore une fois, bon, pour le coup, confier en vente libre des engins comme ça, avec des rotors qui tournent à plusieurs centaines de kilomètres/heure, ça doit être quelque chose contre 300-400 km/h, grosso modo. Bon, c'est très dangereux et là, pour le coup, j'émets une petite réserve quand on dit que n'importe quel débutant néophyte qui, bien évidemment, n'aura pas forcément conscience du danger de ces engins-là, bon, c'est quand même mieux d'être encadré. Voilà, ça c'était pour ce petit sujet-là. Techniquement parlant, il y a pas mal de choses à dire sur cet hélicoptère. Je serais tenté de dire que, alors il a des problèmes de conception, donc je me suis rendu compte assez vite, un gros problème de conception, même je dirais, à mon sens, qui a été soulevé déjà il y a quelques années sur la version 1 de cet hélicoptère par un utilisateur sur YouTube et qui parle d'un problème de phasing avec son rotor. Je pense qu'il a fait fausse route dans son explication et dans sa petite vidéo et on va voir le pourquoi du comment. Alors au passage, vous verrez que je me suis un petit peu amusé sur cet hélicoptère à rajouter un certain nombre d'éclairages. J'ai parmi les modifications, j'ai supprimé le récepteur qui est ici, qui n'est pas très beau. Là on est dans un esprit semi-maquette, alors j'ai cherché à aller un petit peu plus loin. J'ai supprimé le récepteur ici et je l'ai mis devant, sous le cockpit. Il y a toute la place nécessaire, y compris pour mettre un module lumière. Il est à cet endroit-là et j'ai les deux antennes qui sortent de dessous. Donc voilà, je trouvais que c'était sympa. J'ai repris aussi un petit peu le cockpit qui se démonte très facilement. On peut vraiment accéder à tous les trucs. J'ai fait des petites ceintures sur les sièges. J'ai fait un petit peu de peinture, etc. etc. Alors évidemment, tous ces petits détails-là, quand il est en vol, ma foi, on s'en fout carrément parce que dès qu'il est à plus de 5 mètres, on ne les voit pas. Mais c'est pour le plaisir des yeux, tout du moins quand il est au sol. Petite parenthèse d'ailleurs pour la radiocommande, Radiolink, qui est fournie donc avec... alors, elle est sympa, elle fonctionne bien. Il y a quelques fonctions qui sont intéressantes, notamment sur la gestion du canal qui gère le gyro, que par exemple ma Futaba n'a pas. Mais je ne suis pas bluffé, là encore, par le produit, contrairement à ce qu'on peut annoncer dans certaines vidéos de présentation. On est très très loin des 4500 mètres annoncés. Moi je vole sur un club.
aucun problème de radiocommande pour personne ni de portée pour personne. J'ai pas de problème non plus avec ma Futaba et avec la Radiolink, très clairement, à partir de, on va dire à vue de nez, 150-200 mètres, elle commence à émettre des signaux de signal faible de RSSI. Et je trouve que c'est un poil léger. Il est très probable, de toute façon c'est certain que je vais mettre cette radio de côté et je vais le passer sur ma Futaba. Bon, ça c'était la petite parenthèse concernant la radio. Donc oui, il y a moyen, si on veut, chacun fait comme il veut, mais il y a moyen, si on veut, de s'amuser un petit peu avec cet hélicoptère et de le modifier un petit peu. Pour en revenir donc au petit problème de conception, est-ce que c'est un produit qui va être facilement à mettre dans la main d'un débutant, pilote et débutant en modélisme et débutant en aéromodélisme? Eh bien clairement pas, parce que ce produit a certains problèmes de conception et notamment au niveau de la tête, et on va voir ça plus dans le détail. Comme je le disais en introduction, il y a une personne sur YouTube qui a soulevé le problème il y a 4 ou 5 ans sur la version 1 de cet hélicoptère, sans véritablement, peut-être à mon avis, mettre le doigt véritablement sur le sujet. Alors bien évidemment, dès qu'on est sur un produit dont la conception n'est pas hyper carrée, n'est pas hyper fiable, on peut se poser la question de savoir si c'est un hélicoptère qui peut être mis dans les mains d'un débutant qui, à un moment donné, risque d'être devant des difficultés et ne saura absolument pas s'en dépêtrer. Je serais tenté de dire qu'un jeune permis, on s'arrange pour lui donner une voiture qui soit fiable et qui soit sécure, avec une direction qui n'a pas de jeu, avec des freins qui freinent, etc. etc. Bon, voilà, c'est un peu le sujet. Et cet hélicoptère-là, force est de constater, au bout de 90 minutes de vol à peu près, j'ai fait à peu près, en tout et pour tout, j'ai dû cumuler à peu près à peine moins de 2 heures, et je me suis rendu compte d'un certain nombre de problèmes de conception et d'usure prématurée, et on va voir tout ça concrètement dans le détail. Je vais zoomer un petit peu sur la partie qui nous intéresse, et la partie qui nous intéresse, c'est cette tête-là. Alors, avant toute chose, notamment pour les débutants et pour les néophytes, cet hélicoptère, quand on le sort de la boîte, il faut le contrôler. Il faut contrôler le montage. Alors évidemment, les modélistes endurcis le savent bien, mais il faut contrôler le montage. Sur cet hélicoptère, j'avais en sortie de boîte, alors je suis peut-être tombé sur ce qu'on appelle un lemon qui a été fait un vendredi soir ou un lundi matin, mais j'avais un palonnier qui n'était pas du tout serré, j'avais une vis au niveau du rotor de queue qui n'était pas serré au point que je l'ai dévissé comme ça, juste avec la main, et je me suis rendu compte très vite, après quelques accus de vol, que la vis qui maintient la couronne principale sur l'arbre était en train de se dévisser, ce qui veut dire que alors je ne l'avais pas contrôlée parce qu'elle n'est pas vraiment accessible, elle est tout à fait enfouie au fond là-bas, et si j'avais persisté, je me retrouvais tôt ou tard en autorotation à essayer de faire en sorte que l'hélicoptère ne s'écrase pas, GPS ou pas, le GPS n'aurait rien pu y faire. Alors, cette tête-là, là vous voyez la tête que j'ai modifiée après m'être rendu compte donc de ce problème de conception, et on y arrive. Sur la plupart des hélicoptères, on voit ce guide, sur ce genre de tête, on voit ce guide à l'arrière. Et ce guide à l'arrière, il est très très important. Sur cet hélicoptère-là, ce guide n'existe pas. Alors, la tête, elle est guidée autrement. Je serais tenté de dire que sur le papier, en théorie, ce qui a été décidé, les solutions techniques, pardonnez-moi, ce qui a été décidé sur cet hélicoptère, sur le papier, ça pourrait fonctionner, oui peut-être, mais peut-être pas à cette échelle-là, bon, à voir. Alors, en livraison standard, on n'a pas ce guide. On n'a pas ça, on n'a pas ce guide. Donc la tête est guidée, maintenue dans sa position, uniquement par les biellettes qui sont ici. Voilà. Et ça c'est un problème. C'est un problème pour plusieurs raisons.
il est important d'avoir une tête qui soit parfaitement guidée, ici, là. C'est-à-dire que quand elle monte, quand elle descend, quoi qu'on fasse, voilà, quoi qu'on fasse, quelles que soient les commandes qu'on apporte, il faut qu'elle soit guidée. Cette tête-là, c'est ce qu'on appelle le phasing. Cette tête-là, sans rentrer dans les détails, c'est un peu, si elle n'était pas guidée, c'est un peu comme si on avait une voiture avec une direction et un jeu énorme. Le module H1 fait un travail extraordinaire. Il se débrouille un petit peu de tous ces trucs-là, même si c'est loin d'être parfait. Mais le pilote, qui plus est néophyte, serait bien vraiment, à mon avis, en grande difficulté s'il devait s'en passer. Alors, cette tête, elle n'est pas guidée par ce rail qui n'existe pas d'origine, elle est guidée par la biellette ici et la fixation de la biellette en bas. C'est-à-dire que, là je pense que je suis suffisamment gros pour le voir au niveau de mon grossissement, je contrôle, oui c'est bon. On a ici donc le palonnier. Dans ce palonnier, on a un petit roulement de 5 mm de diamètre extérieur, 2 mm de diamètre intérieur et 2,3 mm d'épaisseur. Ce petit roulement est censé, donc évidemment, provoquer, gérer une articulation donc, de la bielle. Si on la détache, là la bielle va pouvoir pivoter comme ça sans problème, mais il est censé aussi limiter une éventuelle flexion dans l'autre sens. Ça ne fonctionne pas. Un roulement déjà n'est pas fait pour ça, et encore moins dans cette taille-là. Alors, il faut savoir que, alors moi j'ai rajouté ici, donc par mesure de sécurité, bref, normalement c'est juste une petite vis. Moi j'aime bien avoir quand c'est possible, un petit nil stop derrière, peu importe, c'est pas le problème. Donc, quand on dévisse la biellette d'origine, on se rend compte qu'entre les deux parties, évidemment, on a une petite rondelle qui vient en appui sur l'intérieur du roulement pour que ça puisse coulisser. Mais le roulement est tellement petit, et qui plus est, un petit peu de mauvaise qualité, on ne va pas se mentir, qu'il y a du jeu. Et ce jeu, évidemment, va se répercuter comme ça. Et comme ce jeu va se répercuter comme ça, ici, et ici, et ici, eh ben, on se retrouve avec ici toute une tête qui bouge, avec une flexion, une vraie flexion. Il y a du jeu, il y a vraiment du jeu. Et ça, c'est juste pas possible. Ça ne peut pas avoir un jeu aussi important que ça. Alors, moi, quand j'ai reçu l'hélicoptère, ce que je commence à faire, c'est toujours contrôler un petit peu le montage et contrôler le réglage de tête, ce qui d'ailleurs, ceci étant dit, n'était pas du tout bon. J'avais en incidence, j'avais un écart de près de 2 degrés entre les pales, j'étais à moins 13 degrés en négatif, plus 10 en positif. La tête n'était pas du tout, la tête était pas du tout à niveau, donc les palonniers n'étaient pas véritablement à 90, donc tout ça était très très perfectible. Et c'est un peu décevant quand même pour un produit à 1 200 €, pour un produit dont on dit qu'on peut le confier à n'importe quel débutant néophyte en tout. Bon, voilà, j'ai trouvé que le produit était pour le coup un petit peu décevant, un petit peu construit à la va-vite et qu'il n'y avait pas beaucoup de rigueur dans tout ça. Alors peut-être, encore une fois, je suis tombé sur quelqu'un qui l'a assemblé un vendredi soir ou un lundi matin avec une gueule de bois, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté sur le mien. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a évidemment très vite du jeu qui va se former ici. On l'a déjà à l'origine. Évidemment, ça n'arrange rien. Et encore faut-il que donc ces trois têtes, une fois qu'elles sont, enfin ces trois bielles, pardonnez-moi, une fois qu'elles sont fixées donc en haut via des rotules, encore faut-il que leur inclinaison à chacune permette d'avoir une bonne inclinaison de la tête. C'est-à-dire que ça, cet axe-là, cette tête, il faut qu'elle soit comme ça. L'axe, il faut qu'il soit comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Et moi, quand j'ai démonté donc ma tête, quand j'ai reçu l'hélicoptère, j'ai été surpris sans véritablement, dans un premier temps, me rendre compte du sujet. En déclipsant les rotules, je me suis rendu compte qu'en les remettant, eh ben, ça, je ne tombais pas en face. Il fallait que je force. Il fallait que je force sur... alors la première, évidemment, ça, cette partie-là, quand les rotules ne sont pas attachées, elle tourne, donc c'est pas un souci. Donc la première, on la met.
La deuxième, éventuellement, on la met. Et puis la troisième, on se rend compte qu'on est décalé. Donc on force. On force ici sur l'axe. Donc on force sur le roulement qui est déjà tout petit et pas de très bonne qualité. Et on force aussi sur les chapes. Et les chapes en plastique, j'en ai une par exemple, au bout de, je ne sais pas si vous allez le voir, celle-ci, je ne sais pas si ça se verra sur la vidéo, j'ai déjà au bout de 2 heures de vol un jeu qui est très important. Là, j'ai déjà démonté les autres, elles ont du jeu aussi. Je suis en attente de recevoir des... Alors en plus, c'est du 2 mm, ce qui n'est pas vraiment facile à trouver. Et là, je pense qu'on le verra mieux. Voilà, au bout de 2 heures de vol, voilà le jeu ici que j'ai déjà dans cette chape-là. Alors, pourquoi j'ai ce jeu-là? Eh bien, bien évidemment, à partir du moment où je suis obligé de monter ça en force et d'en clipser en force, eh ben, sur des petites pièces en plastique, au bout de 2 heures, effectivement, le plastique, ça a ses limites, et ben, il y a du jeu qui se crée. C'est pas bon. Ça pourrait être bon si éventuellement c'était bien monté en usine, enfin dans l'atelier, et si la personne qui montait prenait la peine de vérifier bien, là, d'être pile poil à 90 degrés, et éventuellement d'être capable d'ajuster en tordant donc cette patte-là, pour que les rotules tombent bien en face, là, les chapes tombent bien en face, quand on l'éclipse. Et quand j'ai fait moi ce premier réglage de tête, ça m'a paru surprenant de devoir forcer un petit peu. Et bon, je me suis dit, tiens, j'ai pas cherché plus loin. Quand je me suis rendu compte là que j'avais déjà du jeu, j'ai quand même cherché un petit peu plus à comprendre le sujet. Je me suis rendu compte que j'avais déjà du jeu, donc au bout à peine plus d'1 heure de vol. J'avais déjà du jeu là important, j'avais déjà du jeu là, et je me suis rendu compte aussi que ma tête n'était pas du tout alignée. C'est-à-dire que, effectivement, si j'avais dû mettre cet axe-là, eh ben, il était de travers, il était comme ça. Parce que tout force à qui mieux comme ça peut, ça prend du jeu et c'est plus aligné. Alors si c'est plus aligné, on parle de déphasing, et là, c'est vraiment pas bon pour un hélicoptère. En cherchant sur YouTube, on trouve des vidéos explicatives sur le sujet. Il faut être absolument aligné. Donc cette conception-là n'est pas bonne. Messieurs, qui êtes à l'origine de la conception de ce système-là, si vous voyez cette vidéo, faites en sorte de faire autrement, parce que cette conception n'est pas bonne. Ça veut dire aussi que, alors là on peut être sûr du coup, la moindre touchette aura forcément une incidence sur chacune des biellettes, et on se retrouvera avec une tête qui sera vraiment décalée et de façon qui prendra de plus en plus de jeu. Donc, quand vous achetez cet hélicoptère, la première chose à faire, c'est de vérifier ça. Débrancher les chapes en plastique, bien en se mettant au-dessus, bien regarder qu'on est bien dans l'alignement, et que en réenclipsant donc les chapes en plastique, elles tombent naturellement bien face à leur rotule. Si ce n'est pas le cas, il faut démonter, il faut ajuster ici l'inclinaison de façon à ce qu'elles tombent sans forcer, qu'elles s'enclipsent sans forcer, bien en face chacune, et que la tête soit bien alignée. Moi, comment dirais-je, me libérer de ce problème-là. Alors, ce problème-là qui, en plus, très clairement, on est ici sur des chapes qui ne sont pas du tout à pas inverse, comme on pourrait le supposer, là, notamment avec le trou. On est sur des chapes de 2 mm, c'est vraiment petit, c'est vraiment pas standard. On est ici sur une espèce de petite biellette qui est un peu particulière, donc, etc., 2 mm, tout ça n'est pas très standard. Donc moi, pour me libérer de ça, j'ai décidé de modifier, et donc là, la modification, vous la voyez, j'ai créé ici un guide conforme qu'on retrouve sur énormément d'hélicoptères. J'ai changé ici donc ma rotule simple par une rotule donc spécifique qu'on trouve aussi sur les hélicoptères. Et alors du coup, je me fiche un petit peu du jeu qu'il y a là. Aujourd'hui, ça n'a plus une grande importance pour moi. Ma tête est parfaitement guidée ici comme elle doit l'être, sans aucun problème. Et ça va me permettre dans un deuxième temps de mettre très classiquement
des rotules, biellettes et rotules aussi en bas qui fonctionnent, voilà, dont par définition permet d'avoir du jeu comme, enfin de s'orienter dans tous les sens, de s'incliner comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et donc de forcément bien se positionner sans que ça force à un moment ou à un autre, sachant que de toute façon c'est guidé ici. Voilà, c'est ça que je voulais évoquer. Je trouve que là, au niveau de la conception, il y a quelque chose qui n'est vraiment pas cohérent et qui mériterait véritablement d'être revu par les gens qui fabriquent cet engin. Juste un dernier petit truc que j'ai noté aussi au niveau de la tête arrière. Attendez, je vais le mettre dans l'autre sens pour que vous puissiez voir un petit peu plus de quoi ça parle. Voilà. Ok, on est là donc ici sur... alors, c'est un système effectivement qu'on ne trouve pas sur des produits plus abordables. Donc là, on est avec un entraînement par courroie, on a véritablement un système ici de petits renvois, etc., qu'on retrouve sur, par exemple, on retrouve le même système sur les Terex. On est déjà là sur du rotor, on va dire, un mécanisme un petit peu haut de gamme. Oui, mais encore une fois, tout ça serait formidable dans le meilleur des mondes si les pièces, notamment les pièces qui font liaison ici, étaient bien dimensionnées, fabriquées de qualité avec un minimum de jeu. Moi, il s'avère que, pareil, au bout de 2 heures de vol, je me suis rendu compte que j'avais là, j'en ai pratiquement plus, mais j'avais un jeu qui était énorme, mais vraiment, j'avais un jeu qui était devenu énorme. Pourquoi ? Parce que le montage ici, l'assemblage avec les vis, à l'intérieur ici, on a une toute petite bague en laiton, mais qui flotte complètement dans son logement. Rien que ça génère un jeu qui est évidemment très important, qui est monstrueux. Bon, voilà, tout ça, pareil, tout ça ne m'a pas... Je n'ai pas été bluffé par la qualité de réalisation de ces pièces-là. Alors bon, le rotor de queue, c'est peut-être un peu moins, s'il y a du jeu, c'est peut-être un peu moins gênant que le rotor principal, mais bon, moi j'aime bien que les choses soient bien faites. On peut avoir un petit mécanisme comme ça, aussi petit soit-il, avec un minimum de jeu et de toute façon on gagne forcément en efficacité, en précision, etc. Voilà ce que je voulais dire. Alors en conclusion, voilà, vous achetez cet hélicoptère en connaissance de cause. Vous savez que il y aura peut-être quelque chose à faire au niveau de la tête. Je refais un gros plan là, donc sur la tête, la modification que j'ai faite. Alors oui, je me suis amusé à faire des petits carters, je trouvais que c'était plus sympa, et d'habiller le H1 avec un espèce de faux réservoir. La modification, pour ceux que ça intéresse, hein, elle est pas très compliquée. Alors très clairement, ça c'est un petit cache en plastique, mais une fois qu'il est vissé, véritablement, on est sur quelque chose là qui est très rigide. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Donc voilà, le système n'est pas très compliqué, hein. C'est un bout là ici à 90 degrés, évidemment avec une fente. Là, évidemment, tout ça, il faut que ce soit fait avec un minimum de précision, ça va sans dire. Et il y a 2 petites pattes là, pareil, qui sont devant et qui peuvent facilement se reprendre sur la fixation supérieure des 2 cerveaux. Donc, on obtient, même sans cette petite patte devant, on a déjà quelque chose qui est très bien calé. Et là, on obtient véritablement quelque chose de très rigide. Et réellement, là, on est sur... Voilà, je parlais tout à l'heure d'un Terex, ils sont faits comme ça, mais les autres hélicoptères, c'est pareil. On a toujours ce guide ici, il y a vraiment pas de... Il y a des têtes qui se passent d'un guide comme ça, mais sur une tête de ce type-là, on a besoin d'un guide. Ça ne fonctionne pas, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas.
Voilà ce que je voulais dire. Ah, autre chose, j'ai vu dans certaines vidéos de présentation, oh, cet hélicoptère-là, pour les débutants, c'est formidable, même un atterrissage un petit peu olé olé, c'est monté sur ressort, ça craint rien du tout. Alors, je vais vous dire très très clairement ce que j'en pense. J'en pense que ça, c'est de l'argument à 2 balles de mauvais vendeurs. Moi, j'ai fait un atterrissage un petit peu limite, je dois bien le reconnaître, qui était un petit peu dur, effectivement. Alors, effectivement, ça n'a pas... le ressort, là, cette partie-là, ça n'a pas tordu. Le patin, ça n'a pas tordu. Mais ce qui a tordu, c'est la traverse qui tient tout l'ensemble. Il y a une traverse en aluminium qui est ici, qui va de là à l'autre côté. Et on retrouve la même traverse en aluminium qui va de là à l'autre côté. Et bien, sur le côté où l'atterrissage a été un petit peu chahuté, et ben la traverse de sa vis de fixation, hop, elle est montée, elle était comme ça. Enfin, j'exagère un petit peu, mais elle était montée. Ce qui veut dire qu'une fois que l'hélicoptère était posé sur ses patins, et ben toute cette partie-là était remontée. Et résultat, l'hélicoptère, il était posé comme ça au sol. C'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Je me suis dit, c'est bizarre. Il a quand même une drôle d'allure cet après-midi, le louloucoptère. Et je me suis rendu compte effectivement que la traverse là était pliée. Alors tout ça, c'est oui, c'est joli. C'est joli, c'est tout ce qu'on veut, mais ça protège en rien de tordre quoi que ce soit. Si c'est pas ça qui tord, de toute façon, c'est la pièce qui était. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo en intéressera quelques-uns. Moi, j'espère que certains pourront voir cette vidéo avant de se décider de l'acheter en connaissance de cause et que ça pourra leur, voilà, en tout cas, leur montrer ce à quoi ils peuvent s'attendre et éventuellement des modifications relativement simples mais qui arrangent grandement les choses. À bientôt peut-être.